causé avec elle au Chili et en Belgique également. Et je pense qu'elle savait tout sur Cardin. Et bon, Jean-Louis Cardin semble avoir toute sa confiance avec Mademoiselle Fievé. Bon. Un des hommes les plus intéressants et les plus édifiants que j'ai rencontrés dans ma vie de prêtre et qui m'a laissé une trace très forte. Et aussi très simple. Hein. Je dirais que je me suis toujours senti très à l'aise avec lui. Il était très accueillant. Une fois à Buenos Aires, il devait loger dans la maison d'un grand industriel belge. Et moi, je l'accompagnais. Alors, le monsieur belge l'a trouvé chez lui et il lui a montré la chambre qu'il allait occuper avec un grand lit, une très belle chambre. Et puis, il l'a laissé. Alors Cardin m'a demandé, et à vous, est-ce qu'il vous a donné une chambre? Non, je dis, mais ne vous inquiétez pas. Il m'a dit, si ne vous dit rien, nous pouvons partager le lit, hein, suffisamment grand. Enfin, très simple, hein, nous pouvons... c'est un homme très bon sens, et je me souviens qu'une fois nous avons été reçus dans une fazenda au Brésil, une maison de riches en la campagne, une maison fastueuse, un parc magnifique. Alors Cardin voyait ça, et puis il m'a dit, il s'est séréné, il m'a dit, ça pue. Hein. Il avait ce langage ouvrier et violent. Il n'aimait pas les riches, hein, mais il savait également être avec des riches, mais il a toujours gardé un style ouvrier, hein, une mentalité, une psychologie ouvrière, hein, de ne pas aimer les riches. Hein, mais il avait beaucoup de contacts avec des riches, en particulier à Buenos Aires avec M. Steverlink, un grand industriel textile belge établi à Buenos Aires, immensément riche, et c'était l'ami de Cardin. Et Cardin l'estimait beaucoup, et je pense qu'il devait l'aider beaucoup aussi. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire de Cardin. Hein. Je n'en sais pas davantage, mais c'est un homme qui m'a marqué, un homme réellement extraordinaire. Vous me dites qu'on parle de sa béatification. Moi, je serais très heureux de savoir qu'on pense à le béatifier. Je pense que ça serait un très bel exemple pour les prêtres de voir qu'on peut être saint avec une vie, si vous voulez, libérée de certains aspects de la prêtrise. Hein. Un homme qui a mené, c'est un fondateur, hein, qui a mené... Mais je pense que ça serait très édifiant, je ne sais pas s'il était saint, ça. Mais je me souviens que, entre autres anecdotes, après avoir raconté sa vocation quand il avait 12 ans, 13 ans, il me disait, j'étais à l'école primaire, tous mes camarades étaient des fils de mineurs, donc moi aussi. Et une fois que nous avions terminé les études primaires, la plupart étaient embauchés dans les mines comme apprentis, devenaient mineurs toute leur vie. On me disait, 6 mois après d'être dans la mine, quand nous nous retrouvions, ils avaient beaucoup changé. Ils disaient des grossièretés, ils parlaient de sexe, de femmes, ils buvaient. La mine les transformait. Hein. Ils perdaient leur innocence. Et moi, je disais, pourquoi? Pourquoi faut-il, parce qu'on est pauvre, qu'on ne puisse pas mener une vie digne toute sa vie? On est obligé d'aller à la mine, et la mine cause une déchéance morale. Alors, il a eu cette idée, travailler pour la jeunesse ouvrière. Et alors, il me disait que pendant ces années de séminaire, il a toujours pensé à créer quelque chose comme la JOC. Mais quand il a été ordonné prêtre, le cardinal Mercier, je crois, l'a appelé, il a dit, Monsieur Cardin, vous allez être professeur de latin au petit séminaire. Elle me disait, ça a été pour lui comme si on lui avait donné un coup de massue
sur la tête. Hein. Mais moi, je ne m'intéressais pas du tout au latin, je n'avais pas vocation de professeur, je ne voulais pas travailler avec le clergé, je voulais travailler avec des jeunes ouvriers. Mais il n'était pas question de discuter, j'ai accepté. Mais pendant ces années, ces 6 années, le samedi et le dimanche, il était vicaire dans une paroisse ouvrière. Il me disait, bien que j'étais simplement samedi et dimanche, il a commencé à travailler avec des jeunes ouvriers. Au bout de 6 ans, l'archevêque l'a appelé et lui a dit « Je vois que vous vous intéressez beaucoup à la classe ouvrière, laissez vos classes de latin au séminaire et vous allez être vicaire dans cette même paroisse où vous avez travaillé. » Alors c'est là qu'il a pu commencer la JOC. Il disait « C'est toujours bon d'obéir parce que ces 6 années où je ne pouvais pas me consacrer, mais je devais faire des classes de latin, m'ont permis de connaître le monde ouvrier, les fins de semaine. Ça m'a permis d'éviter des erreurs. Hein. Si j'avais commencé tout de suite, j'aurais commis des imprudences, des erreurs. On donnait l'impression d'un prêtre qui avait une idée très claire de l'obéissance, hein, de l'obéissance à l'évêque. Très simple dans sa façon de vivre. Une fois que j'étais jeudi à Bruxelles, moi je n'avais pas mangé pendant toute la journée. Alors il m'a dit, est-ce que vous voudriez prendre quelque chose? Oui. Alors on m'a apporté dans un plateau une tasse de thé et ce qu'il appelait une tartine. Mais il s'est aperçu que j'ai mangé la tartine et j'ai pris son thé en 1 minute. Elle m'a dit, j'ai l'impression que vous avez faim. Vous n'avez pas mangé? Non, j'ai dit, j'ai très peu mangé. Oh, mais vous auriez dû dire, il a fait demander qu'on m'apporte quelque chose de plus. Un homme très simple, très sympathique, très cordial, très facile. Ce qui est... Bon, c'est tout ce que je peux dire. C'est un homme que j'ai beaucoup admiré, dont j'étais très proche à cause de ses voyages, hein, dont j'ai beaucoup appris, non seulement en tant que travail avec les ouvriers, d'une façon d'être prêtre, hein, d'être très prêtre, mais en même temps très adapté au monde avec lequel il travaillait. Hein. Il n'était pas clérical du tout. Hein. C'était un prêtre avec des ouvriers, avec des jeunes ouvriers, mais pas clérical, hein, mais très prêtre, très sacerdotal, si on peut dire. Hein.